سلام لوكا لاباس عليك هاني اخويا كلشي بخير Let's go. waouh 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 attends et je suis pas peureux franchement T'inquiète. j'ai qu'une main oh, T'inquiète, accroche-toi bien. Nous sommes aujourd'hui dans la campagne d'Essaouira pour visiter la ferme de Fatima et Neila. L'une supervise les travaux, l'autre s'occupe des animaux. C'est des chevaux à la retraite, on les monte pas. C'est un ancien cheval de Fantasia, mais il est à la retraite. Les chevaux principalement, c'est pour le fumier qu'on les a. Donc c'est un gros poulailler où j'ai 13 races, non maintenant 12 races de poules différentes, 3 palmipèdes différents et j'ai 3 espèces d'oiseaux sauvages. C'est un couloir et tous les enclos sont à gauche et à droite avec plusieurs portes. J'ai 19 enclos. Nature Bayergen, c'est quoi? C'est le nom de la ferme, Nature par l'Argan, parce qu'on a plein d'arganiers sur la ferme. Quand on est arrivé, c'était juste des arganiers. Donc voici le poulailler. Waouh, mais c'est tellement doux. Et les yeux sont cachés là. Skina, mais elle voit rien vraiment? Non. Elle peut faire de la moto là, elle a un beau casque. Là on a des Leghorn qui sont aussi d'Italie. Ici on a des canards de col verte, donc c'est la race sauvage, c'est les canards le plus connu. Tu sais, c'est le connu. Ouais. Tu vas dans les lacs et tout ça. Ça c'est des poules australortes d'Australie. Il y en a beaucoup, elles font beaucoup d'œufs. C'est un peu comme les Fayumi, elles viennent d'Égypte, elles se font bouffer par des crocodiles, donc elles font beaucoup d'œufs et elles sont très vifs. Celle-là par exemple, elle fait combien d'œufs par an? Ça fait plus de 300 œufs par an. C'est une poule autant de ponte que de viande. Elle est grosse, mais aussi fait pas mal d'œufs. Ici on a les poules de Fayumi, donc comme je te disais, il y a des poules d'œufs et des poules de chair. Ça c'est principalement une poule d'œufs parce qu'elles font énormément d'œufs. Par contre, ça va être des œufs de 20 grammes, 30 grammes, tu vois, ça va être des tout petits œufs. Et c'est une race toute petite, donc t'as rien à manger dessus. Et là on a des brahmas. Attention, attention, attention. C'est que des femelles là? Non, les roux c'est des mâles. Ah, c'est des petits mâles encore? Ils sont petits encore, oui. Ils vont encore grandir, mais ça prend des années à grandir une poule, ça peut monter jusqu'à 10 kg. Elles sont connues pour être très gentilles. Et elles sont, tu les reconnais car elles ont des plumes aux pattes. Moi je mets du copeau, parce que vu qu'on fait beaucoup de construction en bois, on récupère le copeau pour les poules. Et beaucoup mettent de la paille pour les poules. Il faut pas, parce que c'est un nid à poux rouges. Les poux rouges, ils adorent pondre dans la paille. Et le copeau, vu que ça fait une odeur, et ben ça enlève énormément d'insectes. Donc moi, j'ai pas de poux, de puces, de tiques, j'ai rien. Parce que le copeau fait son travail et je mets de la terre de diatomée aussi. Et là, donc les poules, elles ont tout ce qu'il faut. Ça veut dire elles vivent à plusieurs. Elles sont à l'abri du vent, elles ont du soleil, elles sont abritées de la pluie, elles ont du copeau, elles ont une litière, elles peuvent gratter le sol, c'est important pour leur bien-être. Elles ont un endroit où pondre, elles ont un perchoir parce qu'elles adorent se percher parce qu'elles sont un peu sauvages, les poules. Elles se mettent dans les branches d'arbres en hauteur pour s'éloigner des prédateurs. Donc voilà, elles ont leur nourriture et leur eau et elles vivent très bien. Tu me conseillerais quelle poule pour débuter? Pour débuter, les Fayumi, ça reste la base. J'ai eu aucune poule de Fayumi morte de maladie. Résistante. Très résistante. C'est la numéro 1. Résistante à la chaleur, résistante au froid, résistante aux maladies. J'ai toujours eu quelques malades dans n'importe quelle race, mais jamais les Fayumi. Elles font toujours des œufs, toujours. Et les œufs sont toujours fécondés. Il faut savoir que toutes les poules de race qui sont grosses viennent des États-Unis. En Grèce, c'est dans les stéréotypes. Là, il est jeune, il doit avoir 5-6 mois. Ah, il est chouette. Il est vraiment très grand, hein, le coq. Ouais, il est chouette. Il a une tête très haute. Salam alaikum. Il est beau. Hein. Ouais. Et ça se mange pas. Hein. Moi, je pense que tout se mange. Ouais, c'est très difficile, c'est tellement beau. Les rois, à l'époque, ils mangeaient du paon. Hein. Là, on a le stock de coqs. Parce que moi, pour chaque race, j'ai un coq, donc voilà. Après, les coqs, quand ils sont que entre coqs, il n'y a pas de femelle autour, ils se battent pas. Ah, mais regarde, t'as des œufs. Ah oui? T'en as un là? Tu vois, ça fait 10 grammes ça. Il faut savoir que ça pompe pas dans des nids. Hein. Ça pompe juste par terre. Attention, attention. Ça, c'est apparemment délicieux. Hein. Oui. Va falloir tester. Donc là, on a un faisan mâle. Tada. Tu sais, je ne l'avais jamais vu d'aussi proche. Et ici, j'ai la femelle. Donc bien sûr, dans toutes les espèces sauvages, les mâles sont très colorés et les femelles ne sont pas colorées du tout. Ah ouais, effectivement, ça ressemble vachement à une caille. Ça ressemble à une caille, hein. Tadada. Par contre, je vois une grosse différence entre les œufs industriels et les œufs de la ferme. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas pareil. Moi, je peux pas manger des œufs industriels. Ici, on a les moutons. Là-bas, on a les chèvres. C'est un bouc espagnol, ça? Non, en Suisse. Suisse? Alpine? Ouais, c'est une race géante. Mais il charge pas. Hein. Tu sais ce qu'il est en train de se dire, là? Il est en train de se dire, mais je le connais, ce Suisse. Je l'ai déjà vu quelque part.
Milo, Milo. Agis, Milo. Agis, vas-y. Ouya. Allez, monte, poupouille. Zit. Et normalement, elle monte leur tête là. Attends. Normalement, elle met sa tête là. Hop. Et je referme le système. Et voilà. Et je bloque avec la corde comme ça. Et là, elle se démêle parce qu'elle n'a pas de graines. Donc lui, c'est Fred. Fred, il est très gentil, très sociable. Il a des grandes cornes, il doit avoir 2-3 ans. Puis ça va, il est jeune, ça peut monter jusqu'à 100 kg les mâles. Et les femelles jusqu'à 70 kg. L'odeur, elle est incroyable. Ouais. Et c'est des jumeaux. Donc Fred et Georges. Fred et Georges, c'est des jumeaux, oui. On les a laissés ensemble. C'est les seuls mâles. Oui, c'est les seuls mâles. Ouais. Et elle, c'est la femelle alpine. Et après, les autres, c'est pas des alpines. Mais Georges est bien plus gros, hein? Oui, Georges, il est plus grand. C'est un bon reproducteur. Ils montent plus les femelles que Fred. Et Fred, c'est un peu le rigolo. J'ai eu 3 naissances de jumeaux et même des triplés. Ah, c'est dans les gènes? C'est dans les gènes. Ils ont le gène jumeau. Moi, j'ai fait ça et j'ai tout le temps des jumeaux et des triplés. Donc les petits se planquent sous le mangeoir. Attention. Là, on a Kefta. Pour des chèvres, c'est obligatoire un parc. Elles adorent ça. Elles escaladent, c'est leur activité physique. Les moutons, non, ça va, mais les chèvres... Et ça, là, tu leur as mis un poaching ball? Les grands, ils le font pas. C'est que quand les boucs, ils sont tout petits. Franchement, c'est une vraie troupe. Et encore, là, il y a plein de petits, là, sous le mangeoir, qui se cachent. Ils se cachent tous, là. Non, franchement, ils kiffent leur vie. Ils ont de la FSA, eau, pierres minéraux. Voilà, c'est bon. C'est ça toute l'alimentation. Ouais, c'est déjà très bien. C'est simple. Lui, c'est Lucas. C'est un nain. On l'a pris au souk. Salam Lucas. Labas alik. Hani akhoya. Kouchi bekhir. Les gens, en fait, ils les abandonnaient parce qu'il n'y avait plus assez d'aliments. Quand il fait trop chaud en été, qu'il n'y a plus de fourrage qui pousse sur les terrains des autres gens, tu n'as plus de quoi nourrir ta bête, tu la mets dans la rue parce que finalement ta bête elle revient assoiffée, elle n'a pas à manger, elle est faible, elle ne peut rien porter. Dans cette ferme, on y dépense plus de 12 000 dirhams par mois pour nourrir les animaux. Pour réduire les coûts, Fatima a donc décidé de produire elle-même l'aliment pour son bétail. Produire plus avec moins d'eau, une bonne façon de réduire les coûts. Si toi aussi tu veux te former à la production de fourrage hydroponique, viens à un stage chez moi à Wellmess. Tu peux aussi te former en ligne. Donc là, on est où, Naïla? On est dans la Walipini. Ok, on va visiter ça alors. Yeah, bismillah. Welcome to the jungle. Mais carrément. Et incroyable, il fait déjà plus frais. T'as vu? C'est parce que la pierre elle est calcaire. Regarde la fraîcheur, c'est comme l'écurie. On a papaye, des bananiers et de la goyave. Et c'est agréable. T'as vu, c'est super bon ici. C'est bien haut. Ouais, mais la papaye elle va défoncer le plafond. Va falloir qu'on enlève. Ils sont bien hauts. Ah oui, la papaye là-bas au fond. Il y a des manguiers. Et ça donne aussi. des fruits? Oui. Ça a déjà commencé? T'as déjà eu? On a déjà eu une récolte, oui. Et les bananes là, c'est en train de commencer à pousser. On a d'autres bananiers qui poussent aussi. Là, on a un manguier qui pousse jusqu'au plafond là. On irrigue beaucoup, généreusement une journée. Et après, on peut laisser sec. L'humidité reste sous la terre. 5-6 mètres de profondeur, donc depuis la base où tu vois la pierre. Et après, on a mis 2 mètres de hauteur de fumier. C'est que du fumier en fait. Là, sous mes pieds? Là, on a 2 mètres de profondeur de fumier. Et après, là, on a mis les bananiers, les papayes. Là, c'est de la bonne terre à 100%. Là, ils sont plus vitamineux, tu meurs. C'est pas possible. Là, les bananiers sont énormes. En été, il fait pas trop chaud ici, ça reste frais? Non, il fait toujours plus frais ici, ouais. Okay. Par contre, c'est plus humide. Ouais, bah ouais, là... T'arroses une fois et en fait, tout le fumier en dessous, il garde l'humidité encore plus. Climat tropical? Bah oui. Je pensais que c'était un plastique. C'est une moustiquaire. Non, c'est une moustiquaire. L'air, elle passe, la pluie, elle passe. Le soleil, il est là, mais il tape pas directement. Ça, c'est le coin repos. Trop bien. C'est là où on va accueillir les gens qui viennent à la ferme pédagogique et qui veulent se reposer, manger, se baigner. On a fait un bassin spécial sur mesure, avec toboggan. Donc il y aura de l'eau jusqu'ici? Oui, l'eau, on l'a remplie à bord, ici. Donc celui-là, il n'a jamais été rempli? Si, mais on l'a vidé. Ah, vous l'aviez déjà utilisé? Oui, plein de fois, mais on le vide régulièrement. On a vu. Et là, on a des dadars en béton pour que les gens puissent allonger ou puissent se poser ensemble sur un canapé avec des pergolas que le Menuisier a fait. Et ceux qui ont fait la maison, ils ont aussi fait les pierres ici. L'arganier, il est énorme, il fait un bel ombre. Ils sont bien. Ouais. C'est les plus verts, ils sont ici au bassin. Ouais. Donc on vient et qu'on mouille. Ouais, bah vous les avez arrosés. C'est ceux-là qui font les plus grosses récoltes d'argan. Et moi, ce que je kiffe par-dessus tout,
c'est vraiment cette ouverture. La porte des Hobbits. Ouais. Ça a été dur à la faire, celle-là? Ça a été compliqué de trouver le moule. Ah. Mais dès que tu as le moule, c'est bon, après, ils savent Et se ton gars, débrouiller. le menuisier, il pouvait pas faire le moule? Non, ça a été fait en métal. Ah. On a fait une Parce que c'est assez lourd, ouais, c'est vrai que ça pourrait casser. Oui, oui. Et après, ils sont amusés à faire les pièces. Ils ont Vous l'avez aussi encore, le deux moule? fois. Oui, on l'a encore. Ouais, j'en vais en avoir peut-être besoin. Ça marche, ça marche. Tu les as trouvées où, toutes ces pierres? Bah, en fait, on a pris un tracteur et on a enlevé toutes les pierres qu'il y a sur le terrain. Et après, j'ai récupéré aussi un terrain pas très loin d'ici qui n'était pas titré, dans lequel j'ai récupéré tous les cailloux aussi, qui m'a permis de finir au moins le gros œuvre. Fatima, c'est la Voilà. première fois que j'entends quelqu'un qui achète un terrain pour récupérer les pierres. Mais... bah oui, mais après, ça me nettoie le terrain aussi pour pouvoir cultiver. Donc, Ouais. vu qu'on a beaucoup de cailloux ici, et que les cailloux, bah, ça coûte cher, et que bah, j'ai quand même investi à la base dans un tracteur pour pouvoir enlever déjà les cailloux pour la demeure. Donc, au final, les terrains titrés, qui ne sont pas titrés sont beaucoup moins chers que les terrains Ouais, non titrés. Donc, ouais. Et après, tu pourras le faire titrer? oui, oui, ça faut compter un an, un peu moins d'un an. Je suis juste à l'étape où je vais titrer, et après je serai tranquille. Khair, Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que tu as encore besoin de pierres? Non, non, là maintenant je vais attaquer pas les finitions, mais l'intérieur, l'électricité, l'eau. La superficie de ta bâtisse? 800 mètres au sol. 800 mètres au Ouais, sol. C'est le maximum qu'on peut faire. Tabarakallah. Le bois il est beaucoup moins cher au Maroc qu'à l'étranger. Ici, imaginons juste le bois de palette, du sapin, tu vois, ça coûte au souk d'occasion, après tu le fais poncer, ça coûte 3 dirhams le kilo. La poutrine que j'ai utilisée, c'est du bois de cèdre que j'ai acheté, c'est des forêts que j'ai achetées. Tu peux acheter des forêts au Maroc. Tassiout, c'est ça en fait, c'est les anciens plafonds marocains. C'est du bois que tu coupes, c'est des ronds en fait, que tu coupes en deux. Et quand tu les coupes en deux, bah, c'est plat. Donc tu peux les. Tu as encore là, le rondin qui apparaît rondin, mais il n'est pas entier en fait, il est coupé en deux. Ok. Et là, tu achètes du bois plus fin. En fait, moi, à la base, ça devait être une maison familiale et bah, je vais la faire passer en projet professionnel. Et j'ai décidé de faire 2 parties qui seront des appartements, en fait, pour les louer à l'année. Et après, une partie qui va être en location, un peu comme les maisons d'hôtes. Ça peut être pour des personnes âgées, comme des familles qui arrivent au Maroc, qui ne savent pas où vivre. Faire un truc comme ça peut être intéressant. Et comme ça, les personnes qui veulent vivre ici un peu plus longtemps, bah, ils se sentent chez eux. Tout est taillé à la main. Et les gars, pour les trouver... j'ai galéré, j'ai fait le tour des zones sur 20 km jusqu'à ce que je trouve le mur qui était bien fait. Je leur ai fait faire le bassin d'abord Pour voir. pour Ouais. voir s'ils pouvaient faire des choses un peu compliquées, tu sais, des arrondis, des choses comme ça. Et ils ont très bien fonctionné et après on leur a dit si ça vous intéresse, vous travaillez avec nous. Et ils sont géniaux. Fatima, j'ose te demander, comment tu rémunères? Est-ce que c'est à la journée? Est-ce que c'est à la tâche? Est-ce que Alors, c'est à la semaine? Le menuisier que j'ai et le palefrenier, donc celui qui s'occupe des animaux de ça, lui il est à la journée. En général, ils sont tout le temps là, il n'y a Ouais, pas de bah problème. Par contre, au niveau des bâtis, moi je ne conseille pas de faire... Moi, j'ai jamais eu de problème parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec eux. C'est au chantier. Par exemple, ils font une partie, par exemple, une dalle, les murs, c'est un prix. Pour moi, c'était mieux parce que c'est des gros budgets. Ouais. De faire chaque étape, c'est un prix. Et on se met d'accord d'abord. Et après, toutes les fins de semaine, plutôt que de leur donner la totalité, ils ont une somme. Jusqu'à ce qu'on aboutisse. En général, ils n'ont pas la totalité. Et quand on a fini les murs, etc., s'il reste quelque chose, en général, je leur donne tout ce qui reste. Le solde, ok. Voilà, le solde. Et ça marche, ça leur va très bien et moi, ça me va très bien. C'est moi le chef de chantier. J'achète mon ciment, j'ai mon fournisseur de ciment, j'ai négocié le ciment à un prix fixe. Le métal, j'ai tout acheté, le bois, j'ai tout acheté. Il reste quoi? Les pierres. J'ai acheté un tracteur. Après, la caillasse et la ramla, je l'achète en gros aussi, en gros quantité. Et dès qu'ils en ont besoin, on le livre. Donc, j'ai pas eu de problème parce que les murs, ils font telle épaisseur, ils savent faire des murs. Non, j'ai pas de problème. La plomberie, l'électricité, ça va être un peu plus compliqué. Je suis dedans, je ne sais pas si on s'en reparle après, si tu me poses la question. C'est une catastrophe, je ne sais pas. C'est quand même un milieu d'hommes, Ouais. le bâtiment. Est-ce que c'est difficile pour toi de te faire respecter? Moi, j'ai jamais eu besoin de crier. En fait, moi, je pense que c'est une question de réputation. À partir du moment où tu es honnête et que tu payes, les gens, tu payes et ils travaillent bien. Y a pas de... Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Et j'aime bien maîtriser la chose avant. Moi, je pars du principe qu'il faut être prudent et que ça soit ici ou à l'étranger, parce que moi, j'ai vécu en Espagne et en France. J'ai fait de la construction en Espagne et c'est pareil. Moi, ils m'ont monté une fenêtre à l'envers. Tu devais l'ouvrir de l'extérieur? Bah oui, bah bien sûr. Normal. Et c'est l'Europe. On me l'a jamais fait ici, hein. Mais là-bas, on l'a fait. Ils travaillent bien, les Marocains, faut pas croire. Hein. L'arbre? Alors, il a une histoire.
Trop bien. Alors l'arbre, en fait, à la base, la maison, elle a été placée en fonction parce que je voulais enlever aucun arbre. Parce que pour moi, l'arganier, c'est très... C'est un arganier, ça. Ouais, j'ai que des arganiers sur le terrain, sauf les arbres fruités que j'ai plantés. Mais je voulais pas l'enlever. Et en fait, mine de rien, il était vraiment trop près d'un mur. Donc on a été obligé de l'emmener. Donc on s'est dit, on va le mettre dans la maison. La forme de la maison a été faite en fonction des arbres. Mais Fatima, c'est pas ici qu'il a poussé? Non. Ah, ok. J'étais obligée ouais. Ah, trop beau. Donc on l'a laissé là, ouais. Oui, un arbre comme ça vit 150, 200 ans, même plus. Hein. Tu sais plus ou moins, tu as combien d'arganiers sur ton terrain? Un peu plus de 700, je pense. Et tu as déjà fait des récoltes? Oui, j'ai 3 ans de récolte. J'ai pas encore pressé. J'ai enlevé la pulpe. D'accord. J'ai fait donner aux moutons et aux chèvres. Ok. Et j'ai tout stocké là, déjà pour l'instant. En fait, je suis née dedans, dans l'argan et l'huile d'olive, de ma famille, ici, parce que je suis de la région. Ok. Et je faisais déjà de la presse d'argan et je faisais des allers-retours au Maroc pour vendre l'argan en Europe. Je le fabriquais ici parce que j'étais agréée, Ok. parce qu'il faut un agrément pour le sortir. Et après, je le pressais et je le vendais à l'étranger. Pour la cosmétique ou pour Les l'alimentation? deux. Ok. J'ai commencé avec ça et après j'ai fait le savon noir, j'ai fait le rassoul, tous les produits marocains. Et après j'ai dérivé vers des produits du monde, c'est-à-dire des produits indiens, des produits japonais, brésiliens, etc. Mais que dans la cosmétique. Et tu exportais en Europe ou partout dans le monde? Que en France. Ah, que en France? Ouais, que en France. Ok. Et tu exportais à des grossistes qui, eux, ensuite retransformaient? Non, à des boutiques, à des instituts. Produits finis? Non, oui, produits Ok. finis. Oui, j'ai ma marque, j'ai... Trop bien. Oui, tout de A à Z. Trop C'est mon bien. métier à la base. J'arrête de vendre en Europe. Je vais tout Inch'Allah. vendre au Maroc, Inch'Allah. Il n'y a plus rien à faire en Europe. C'est une question de... Il y a des marchés à prendre et d'autres marchés à abandonner. Et je pense que l'Europe, il faut abandonner. Et que le Maroc, il y a assez de gens qui ont les mêmes niveaux de vie qu'en Europe. Et c'est le moment, là. Ceux qui veulent venir et qui ont mis des sous de côté, tu ne viens pas avec juste sans argent de côté, c'est mort. Si tu as des choses tu viens au Maroc pour investir et pas pour se dire je vais venir au Maroc comme l'été, ça n'existe pas, ça c'est pas possible. Si tu as un projet et que tu viens pour investir, tu y arriveras. Il y a des marchés dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans le commerce, dans le tourisme, dans plein de projets. Dans l'entrepreneuriat tout court, en ce moment, jusqu'à 2030, il y a énormément d'aides. Si tu veux entreprendre au Maroc, c'est en ce moment. Entre 2024 et 2030, il faut y aller. Si vous voulez, marhaba bikoum. C'est le moment. Non, c'est vrai, c'est vraiment le moment. Et là, après, si tu as pris ton essor maintenant, en niveau de business, c'est parti. Ouais. C'est sûr et certain, il y a... moi, j'y crois en tout cas, mais tu n'es pas la seule à y croire. Je suis pas la seule. Non, j'ai beaucoup d'amis ici. Après, il n'y a pas beaucoup d'éméreux. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Parce que vous avez peur. Mais sinon... Si tu n'as pas peur et que tu es déjà entrepreneur à l'étranger, venez au Maroc. Il n'y a pas que Marrakech. Moi, je vois par rapport au moment où j'ai acheté. Et maintenant, mon terrain, il a pris 5 fois sa valeur. Et tu t'as acheté quand? J'ai acheté en 2021. Ah ouais, c'est tout récent. Oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent. J'ai une amie, par exemple, qui a ouvert une école Montessori. Et au début, elle avait énormément de mal à avoir des enfants dans son école. Maintenant, elle n'a quasiment plus de place. Et c'est des Européens qui viennent, ce n'est pas des MRE. Donc si des Européens ils se permettent de quitter leur pays pour venir ici et que les Marocains, vous n'êtes même pas capables de venir, ils prennent vos places. Ouais. Ils vont prendre vos places, hein, je vous le dis. Hein. Tu n'auras pas de cheminée ici? C'est la cuisine. C'est la cuisine. Pour moi, c'était le salon là. Non, c'est la cuisine. Ok. Non, le salon, la cheminée elle va être là dans l'angle. C'est quoi, un garage souterrain là? Non, c'est la piscine. Mais ils sont plantés. Alors par contre, voilà, en erreur à faire. Ils sont plantés dans la profondeur, c'est pas ce qui va être fait. Ça va redescendre, ça va remonter. Effectivement, là c'est... Oui, c'est beaucoup trop profond, moi qui ai des enfants en bas âge, c'est un peu... En fait, moi je veux faire une pataugeoire et après descendre à 1 mètre 20, 1 mètre 10 grand max. Je veux pas plus, ça sert à rien. Ouais. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir quand tu construis, je pense pas que c'est le cas en Europe, mais au Maroc en tout cas, tu fais des plans, mais après finalement les plans tu les suis pas. Donc j'avais... Et après, tu as juste une taxe à payer pour... Tant que tu dépasses pas la surface habitable, c'est bon, ils te prennent pas la tête. Ouais. Tout le reste, en tout cas en rural, c'est flexible. Voilà, donc n'ayez pas peur de vous dire j'enlève des fenêtres, je rajoute des fenêtres ou des choses comme ça, parce que j'en ai enlevé beaucoup. T'as enlevé des fenêtres? Ah, j'ai enlevé, je sais pas, peut-être une 50aine de fenêtres. On va voir le star? Oui, bien sûr. Ouais, j'ai envie de voir la vue que tu as. En plus, si ça fait 2 étages, c'est-à-dire qu'on va être à peu près à 10 mètres. 11 mètres, ouais. 11 mètres? Ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est la cour intérieure? Exact.
Là, au moins, Fatima, on réalise, on réalise que le château que tu as, C'est pas un bâti. château, c'est pas fini. Hein. Tu Tabarakallah. vas revenir et ça sera au même point. Oh là là. Après, Et il y aura l'avantage, c'est que tu es sûr d'avoir toujours la même vue. Il n'y a personne qui viendra construire. Non, ça c'est sûr. Bah, c'est pour ça que 5 hectares. J'ai eu énormément de mal à le trouver ce terrain. Putain, ça fait 5-6 ans que je cherchais. Hein. Il était Donc, titré quand tu l'as acheté? Ah oui. Ouais. Ah bah, je l'ai vu en annonce le lundi. Le mardi, j'ai appelé le gars. Le mercredi, je l'ai bloqué. Le jeudi, j'étais là. Je signais avec le notaire. C'est très compliqué de trouver un terrain grand en une partie. Parce que souvent, c'est des héritiers. Ils sont 50 dedans. Chacun veut sa petite Faut part. le morceler, ou sinon, ils morcellent. Et résultat, Mmh. tu te retrouves avec des tout petits terrains. Et c'est très Mmh. compliqué. C'est le cas de tous mes terrains à côté de chez moi. Là, il y a un terrain de 5 hectares, mais ils sont 8 dessus. Ah ouais. Et ils n'arrivent pas à le titrer, ils s'embrouillent. Maintenant, il y en a qui sont morts. Après, voilà. Et Après, tu c'est as les héritiers enfants, qui les arrivent. héritiers, et donc, ça il n'y a rien rajoute. qui se passe. Ouais. Voilà. C'est mon challenge, c'est d'avoir une maison résiliente et autonome, pouvoir le démontrer en eau et en électricité et en nourriture. Ok. Parce que moi, mon objectif, c'est de fournir à moi et mes enfants les aliments. Ce que je pense que je ne pourrais pas réussir à faire, ça va être la farine. Mais les poules, c'est moi qui les fournis. Mes moutons, c'est moi qui les mange. Mes chèvres, c'est moi qui les mange. Je fais mes œufs. Neila fait le fromage. Par la suite, si on fait la vache, ben, on aura le fromage, le fromage et le beurre, la crème fraîche. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir démontrer comme on vivait dans le XVIIe siècle. Ok. 17e, 18e siècle. Tout était encore, tu sais, un peu... à l'ancienne, il n'y avait pas encore la technologie d'aujourd'hui. Et voir si je peux arriver à ce challenge. Ça, c'est mon challenge. Ah, les survivalismes, là, les trucs comme ça. Bah, écoute, à un moment, j'y étais. Hein. Je peux pas te dire. Mais c'est pas par rapport aux gens. Mais c'est vrai que la société, en tout cas en Europe, elle t'amène à te fermer. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Non. Mais c'est juste parce que je challenge. C'est un challenge. C'est un challenge, ouais. Fatima, moi, ce que je vois, c'est que je vais devoir revenir d'ici quelques mois, d'ici quelques années, quand ça sera fini, parce que là, tu t'es lancé un challenge en vidéo. Non, mais aussi pour montrer à nos enfants qu'on peut, vu que j'ai des enfants, ils savent comment le début d'une graine jusqu'à la fin, ils savent que l'œuf, ça vient d'une poule, qu'il y a des œufs qui sont fécondés, d'autres qui ne sont pas fécondés. Ouais. Il y a plein de choses, en fait, on a enlevé nos enfants de la terre. Tu vois, on leur explique pas d'où viennent les choses, etc. Ils n'ont pas conscience des animaux, ils n'ont pas conscience du mal animal, voilà, de tout ça. Et c'est vrai que vivre dans la campagne, bah, pour nous déjà les humains, les adultes, ça nous fait du bien. Enfin, toi, tu es le premier à en parler dans tes vidéos, mais imagine des enfants, quoi. C'est pareil. Tabarakallah ala al-muallim. Eh oui. Ça, c'est Gilou, il a fait tout ce qui est en bois. Gilou. Gilou, ça. Voilà, Gilil. Ah, Hania. Allah hafdak. Donc lui, il a fait tout ce qui est en bois. Tout. C'est lui qui fait tout ça. Tout ça, tout. Tout ce qui a du bois, c'est lui. Mel. Mais tu l'as aussi très bien équipé. Hein. Voilà, oui. Tu l'as acheté neuve? Oui. Toi, tu fais les plans et ensuite tu lui donnes Voilà, et lui te... Et lui fait, ouais. Ok. Et après, on travaille petit à petit. Si je vois qu'il y a trop de défauts, etc., je lui dis, bon, là, il faut refaire là, etc. Et après, c'est parfait. Tu as une belle bâtisse ici, Fatima. Oui. Ça pourrait limite être une maison. Voilà. Et donc là, c'est ton château d'eau. Voilà, exactement. T'as combien de mètres cubes en capacité? 40 mètres cubes à peu près. Tabarakallah. Fatima, salam alaikum. Alaikum salam. Bien le bonjour à toi. On est à peu près à 15 km ouais, de 15 Souaira. km plus ou moins, ouais. Je vois que les terrains sont quand même assez désertiques, assez rocailleux. Ouais. Là, ici, c'est comme ça. Donc, il y a des terres où tu vas avoir beaucoup de cailloux, d'autres moins. Mais ici, c'est vrai que la région elle est connue pour avoir beaucoup de cailloux. Est-ce qu'on fait pousser des céréales ici? Les gens le font, mais uniquement à titre autonome, pour leur autonomie, pour les animaux, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas de grands céréaliers, il n'y a pas de culture, à vrai dire, traditionnelle ici, ni dans les céréales, ni dans les légumes, alors que la terre est bonne. Hein. Ça veut dire que les légumes qu'on mange ici à Souaira, la plupart sont importés d'autres villes. Ah oui. C'est incroyable. Ah, oui. Si, il n'a pas plu depuis combien de temps? Il a plu il y a une semaine. Une semaine, ouais. Mais suffisamment? Non, il a plu, mais c'est pas en une journée qu'on va rattraper une année complète sans pluie. À savoir qu'on est en hiver et que c'est là où on doit recharger, quoi. Bah oui. Donc si tu n'as pas d'eau dans les puits et que tu n'arroses pas au moins un peu tes cultures, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Et on s'en remet beaucoup à Dieu ici. Il y a plusieurs années, il y avait beaucoup d'arbres ici. Et il y a beaucoup de pâture.
Donc les gens ils vont prioriser les animaux, mais ils n'ont pas de quoi les nourrir. Ils se disent bon bah on va aller manger à droite à gauche, mais les arbres ne poussent plus parce qu'ils sont mangés, ils sont plus tendres quand ils poussent, donc les animaux les mangent. Et résultat, bah, il y a une déforestation naturelle qui se fait, même pas naturelle, mais de par la pâture. Donc il y a moins d'arbres. Si on plante des arbres, comme tu le sais, bah, ça ramène la pluie, ça amène une certaine humidité, ça fait baisser les températures, même sur des petites surfaces. Hein. Ça, c'est un geste que tout le monde doit faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut planter des arbres, mais c'est pas pour rien. Et la Chambre d'agriculture, elle aide aussi par rapport à ça. Elle a donné des arbres. Hein. Moi, j'en ai récupéré plus de 5000 hein, déjà. Si j'avais un conseil, parce que ça fait 4 ans que je suis là, s'il y avait un conseil, c'est de reboiser, mais par zone. Comme ça, c'est moins fatigant. Pour l'eau, pour l'arrivée, c'est mieux, c'est plus intelligent. Et s'il y a une maladie, bah, c'est plus facile de la traiter. Il y a plein de choses qui font que quand tout est concentré au même endroit, c'est plus simple. Et puis même, tu prends de l'expérience. Bien sûr, moi, je n'aurais pas vécu sur le terrain en camping-car au début. J'aurais jamais... À ma maison, je voulais la mettre là-bas. Hein. Et quand tu vois le sens du vent, le soleil, toutes ces choses-là qui te mettent truc, tu te dis, bah non, moi, je vais me mettre à l'autre bout du terrain qui est à pratiquement 1 kilomètre de la zone où je voulais la mettre à la base. Tu as dit que tu vivais en camping-car, vous n'êtes pas manouche. Non, c'est les caravanes, les manouches. Non, on n'est pas des manouches. Non, on n'a pas vécu. C'est-à-dire, quand j'ai acheté le terrain, avant de faire le grillage, j'ai vécu sur le terrain pendant presque 1 an. Et on a fait le grillage, on a fait le bassin, le temps d'avoir les autorisations de construire et tout ça. C'est ce que font la majorité des gens qui veulent mettre des projets. Moi, je leur conseille de vivre sur place, même faire une cabane ou... un algico, un mobil-home. Un truc, un conteneur. Ça coûte que dalle, un conteneur. Hein. Moi, le camping-car, je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai depuis pratiquement une dizaine d'années, donc c'était le moment de l'utiliser. Mais sinon, non, c'est important. Quand tu as un projet de construction, d'habiter sur place. Fatima, t'aimes bien parler? Non, tu me poses des questions. Non, mais t'es bien, t'es à l'aise de parler de ton projet. C'est ton petit bébé. Bah voilà, comme toi, c'est ton bébé de clairement. ton côté, c'est pareil. Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est clair. En fait, on a tellement bien parlé, tellement vite parlé, qu'on a oublié de se présenter. J'ai oublié de te demander de te présenter. Donc, si tu veux bien, on reprend pour le début. Bah, depuis le début, je sais pas. Moi, je suis une Marocaine née au Maroc. Déjà, je suis partie en France, j'étais petite. J'ai fait 14 déménagements dans ma vie. Donc, j'ai beaucoup bougé en France. Donc, je suis partie dans le nord, région parisienne, dans le centre. J'ai fini dans le sud de la France. Et après, j'ai créé une entreprise d'abord en France. Et sous l'ère de Sarkozy, il a dit « aimez-la ou quittez-la », j'ai quitté. Je suis partie. J'ai pas du tout aimé l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une chose qui te tient à cœur, ou alors peut-être que tu as envie d'encourager une certaine partie de la population, ou, je sais pas, là tu as libre choix. C'est vrai ? Juste il faut que tu saches que la batterie est la caméra est sur le point de s'éteindre. Donc vraiment, libre à toi de dire ce que tu veux, mais fais-le vite. Alors, si j'avais quelque chose à dire sur le Maroc, moi déjà à la base, quand j'ai quitté le Maroc, je voulais pas partir. Donc en fait, dans un coin de ma tête, je voulais revenir. Toute ma vie, ça a été ça. Donc j'ai vécu en France, je suis descendue dans le sud de la France et en fait, inconsciemment, je descendais jusqu'à ce que je me suis retrouvée au Maroc. Et il n'y a que là où je suis bien. Et franchement, c'est magnifique parce que mes enfants aussi, ils adorent vivre ici et il n'y en a aucun d'entre eux qui veut retourner à l'étranger, pour te dire. Et ils ne sont pas nés ici. Hein. Il y en a une partie qui est née en Espagne, l'autre partie qui est née en France. Et si j'avais à dire quelque chose, c'est que souvent on encourage les gens à venir au Maroc. Les Marocains du monde. Et le Maroc, il n'a pas besoin de nous. Hein. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que le Maroc, il ne nous attend pas. Les Marocains, ils sont compétents, ils sont éduqués, et ils ont des valeurs qui, pour moi, sont beaucoup plus riches que les nôtres, qu'on a perdues, ou qu'on est en train de redécouvrir. Et pour moi, c'est le plus beau pays du monde. C'est là que j'ai mes racines et c'est là que je veux rester.